Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Média Pro. Plus de 5 mois après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la bataille médiatique entre l'Occident et la Russie reste toujours de mise. Pour en parler ce soir, nous avons invité des journalistes ou des experts qui vont décrypter pour nous la situation de cette guerre médiatique entre l'Occident et la Russie. Bienvenue Kamal Mansari, directeur du quotidien Le Jeune Indépendant. Bonsoir. Grand spécialiste des médias, mais aussi de la géopolitique internationale. Sofiane Baroudi, notre consultant Al24. Bienvenue. Bonsoir. Sofiane. Et bien sûr, nos deux consultants, Reda Harirash, analyste politique, et bien sûr Faisal Metaoui, journaliste. Bonsoir. Voilà. Alors, avant de commencer ce débat, et bien sûr, nous avons un intervenant d'Europe, monsieur Nicolas Merkovitch, analyste politique, qui travaille souvent pour le média russe Russia Today. Avant de commencer le débat, nous allons regarder cet extrait d'une interview réalisée par la chaîne chinoise CJTN du département français, et qui avait interviewé un responsable d'un média russe très connu, Dimitri Kislev, DG de Russia Media Today, et qui s'exprime justement sur la situation ou la guerre médiatique entre la Russie et l'Occident. Quelle est votre opinion quant à la couverture des médias occidentaux concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Non, le fait est très clair que tous les canaux d'information nous ont bloqués, notre agence de même que l'entreprise RTTV, ce qui suggère que l'Occident ne lutte pas avec la liberté d'expression ni même avec ses valeurs. Et en général, tout ce qui était comme la pierre angulaire de l'idéologie occidentale, qu'il s'agisse de l'inviolabilité de la propriété privée, de la présomption d'innocence, de la liberté d'expression, tout cela s'est effondré à un moment donné. Mais en ce qui concerne la propriété privée, ils sont déjà en train de saisir des maisons russes au Royaume-Uni et en Europe, en ignorant la présomption d'innocence. C'est dingue. Pas plus tard qu'hier, ils ont détruit des églises russes à Oxford. La liberté d'expression ne marche pas. Il n'y a pas d'autre point de vue. Personne ne s'intéresse à une information alternative. Tout est concentré sur la russophobie. Que pensez-vous des dernières lois sur les médias signées par le président russe Vladimir Poutine? Certains les qualifient de censure, d'autres disent que c'est pour prévenir la désinformation concernant les forces armées russes. Probablement que c'est une mesure contrainte. Bien que cette loi ne soit pas véritablement mise en œuvre, j'ai entendu dire qu'elle n'était pas appliquée. On l'a annoncé, mais il n'y a pas encore eu une seule affaire devant la justice jusqu'à présent. C'est une condition nécessaire pour l'armée, car vous ne pouvez pas diffuser des mensonges contre l'armée belligérante, contre les forces armées. Il y a des gens ici, car nous souffrons de pertes. Les gens accomplissent des exploits, ils sont très motivés, ils savent pourquoi ils se battent. Ils se battent pour la liberté et contre la menace sur la Russie, car l'Ukraine est devenue anti-russe. Quel impact les sanctions occidentales auront sur votre agence? Quel est le plan de votre organisation pour y faire face? Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons répondre aux sanctions d'aucune manière que ce soit. Nous pouvons juste continuer à travailler malgré les sanctions. Et en fait, nous demeurerons engagés dans des activités professionnelles. Nos journalistes travailleront et fourniront un point de vue alternatif. Une alternative à la psychose qui règne à l'heure actuelle en Occident. Donc je pense que la Russie survivra. C'est une puissance millénaire. Nos ancêtres ont été confrontés à des défis bien plus graves alors, et les marchés se redresseront. Voilà, c'était une interview d'un responsable médiatique russe qui, disons, dénonçait la censure et la campagne anti-russe des médias occidentaux. Monsieur Kamal Mansari, cette situation entre les médias occidentaux et les médias un petit peu du bloc de l'Est ne s'est jamais vue durant toute l'histoire de la presse internationale. Tout à fait. Tu as raison, Salim, de le souligner du moment que la campagne de diabolisation, par exemple, de Vladimir Poutine, aucun chef d'État russe n'a été aussi diabolisé que lui depuis Brejnev, voire Staline. Donc il y a une stratégie qui a été mise en place pour faire en sorte à ce que c'est la guerre d'un seul homme qui est Poutine. Donc on n'est plus dans la configuration de faire en sorte à ce que l'Occident fasse circuler une propagande, fait valoir une propagande anti-russe ou bien contre l'agression, mais contre un homme. Cette stratégie fait partie d'une politique globale, sinon une manœuvre globale, qui a touché à tous les aspects, non seulement sur le plan des médias,
mais surtout les autres strates et segments, y compris les secteurs. Elle a touché le domaine sportif, économique, culturel. Donc il y avait toute une campagne qui a été orchestrée contre la Russie, justement pour faire valoir plus tard cette diabolisation d'abord et ensuite toutes les mesures qui ont suivi, notamment les sanctions contre la Russie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on constate que ce narratif qui a été mis en branle par les médias mainstream occidentaux est en train d'être contrarié ou bien bas de l'aile de façon tangible à cause de la réalité du terrain. Aujourd'hui, les Occidentaux aussi ont décidé de faire en sorte à ce que les médias qu'il y ait un seul son de cloche, qu'il y ait une seule propagande, celle des politiques occidentales. Aujourd'hui, on voit une sorte de revirement déjà imposé par les réalités du terrain et en plus par les informations qui émanent du terrain et qui montrent que toute la rhétorique occidentale destinée pour diaboliser la Russie et la condamner dans son opération en Ukraine l'Occident est en train de recevoir un retour de flamme. Quand on dit retour de flamme, c'est-à-dire la réalité économique a fait en sorte à ce que la réalité médiatique s'effiloche et recule par rapport à la réalité du terrain. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de contestations au sein des pays européens, au sein des populations, en raison de la crise économique. Donc la crise économique s'est substituée à la crise médiatique, c'est-à-dire la réalité médiatique voulue par l'Occident a battu de l'aile et s'est effiloché en raison des réalités économiques. Donc, le combat imposé à la Russie en matière de médias, en interdisant les médias russes, en fermant, à travers une décision de la Commission européenne, de fermer les médias russes en Europe et faire en sorte, y compris sur les réseaux sociaux et sur les plateformes qui servaient de courroie de transmission pour les médias russes, ont été bloquées et fermées. Donc, il y a une nouvelle réalité. Mais cette réalité, comme je l'ai dit, donc c'est heurté à une réalité du terrain. En dépit du fait qu'on a essayé de diaboliser la Russie, qu'on a essayé de montrer que la Russie est l'agresseur, que c'est un pays qui cherche à imposer sa domination sur ses voisins, en occultant les réalités historiques qui font que le conflit est vieux et plus vieux que le 24 février. Donc aujourd'hui, la réalité ne se joue plus sur le terrain des médias, mais elle se joue aussi sur le terrain économique. Et cette réalité-là qui a remis en cause tout le débat occidental qui disait que la Russie n'allait pas tenir le coup, mais qu'elle allait essuyer des revers ou peut-être des défaites militaires et qu'elle n'allait pas tenir 6 mois en raison des sanctions. Finalement, toute cette politique médiatique mise en branle, elle a démontré ses limites aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Occident cherche par tous les moyens à trouver des voies de négociation avec la Russie, que ce soit sur la question des approvisionnements des céréales, sinon sur la façon de mettre fin à ce conflit avec le moindre perte ou bien le moindre dégât possible. Voilà. Faisal Mataoui, peut-on parler aujourd'hui de dérégulation des médias dans le monde? Avec ce qui se passe en Ukraine, on a deux camps qui s'affrontent, le monde occidental et bien sûr la Russie et parfois ses alliés du bloc de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 mois après, peut-on considérer qu'il y a un vainqueur? Pas encore. On est face à une guerre, l'une des plus médiatisées, pour ne pas dire la plus médiatisée de l'histoire. Parce que pourquoi? Il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, il y a aussi beaucoup d'images qui circulent. Pardon, Faisal, on a tellement médiatisé la guerre qu'on a oublié de faire la guerre. Parce que sur le terrain, on ne le voit pas réellement. Et qu'on a oublié de faire de la formation aussi. Parce qu'il y a beaucoup de propagande. Vous direz que c'est normal en temps de guerre, des propagandes des deux côtés, russe et occidentale. Et parfois, on se retrouvait à se poser la question qui croire dans cette guerre d'images. Vous avez vu comment on a fabriqué des images. On avait un journaliste qui parlait des cadavres de soldats russes qui étaient derrière lui. Finalement, l'un d'eux a bougé. Donc c'était de la mise en scène. Il y avait beaucoup de mise en scène. On a vu même des Ukrainiens courir dans les rues de Kiev. Alors que c'était une mise en scène cinématographique. Donc il y avait, quand on arrive à faire des mises en scène, ça veut dire qu'on a échoué sur le plan de la formation, qu'on n'arrive pas à convaincre
les opinions, y compris occidentales. Et Kamel a tout à fait raison. Maintenant, la réalité économique est en train de faire ouvrir les yeux devant les Européens qui sont les principales victimes de la guerre en Ukraine, l'Union européenne. Parce qu'on oublie souvent que le principal rival des États-Unis n'est pas la Chine, mais bien l'Union européenne. Maintenant, avec la crise alimentaire qui arrive, avec la crise des céréales, il y a eu un accord à Istanbul pour essayer de libérer les navires qui sont donc dans la mer Noire. Plus la crise énergétique. La crise énergétique qui sera plus grave parce que l'Europe... Pour l'Europe surtout. Absolument. L'Europe a peur de l'hiver prochain. Elle est en train d'essayer de consolider sa sécurité énergétique. Ce n'est pas le cas des États-Unis qui n'ont aucun problème avec l'énergie ni avec les céréales. Tout à fait. Un gros producteur de blé, un gros producteur de gaz et de pétrole. Et donc dans cette guerre médiatique, oui, beaucoup de monde laisse des plumes parce qu'il n'est pas du tout normal que des organisations supposées défendre la liberté d'expression, comme Reporters sans frontières, comme Human Rights Watch, comme le Committee to Protect Journalists, qui sont des organisations qui à chaque fois dénoncent les dérives totalitaires ou autoritaires dans des pays en Afrique ou en Asie, etc. Mais quand il s'agit de censure, parce que les médias russes sont censurés, en Algérie, on n'arrive pas à accéder à Sputnik, parce qu'il a été mis dans la liste. Et donc Sputnik est une agence d'information qui est tombée, qui a eu une faillite en France, notamment Sputnik France, parce que... D'ailleurs, on allait en parler, puisqu'il y a une liquidation judiciaire en France. Qui a commencé au mois de mai. Parce tout à fait, le 4 mai pour être plus précis. Et la Société Générale, qui est une banque française, a empêché même les salariés d'avoir leur salaire. D'avoir leur salaire, donc quand on arrive à ces méthodes et que personne ne dénonce, personne n'a vu ça, et il y a parfois à se poser des questions. L'Union européenne, de quel droit l'Union européenne, qui est une organisation d'État, empêche des médias de travailler. Et dans les mêmes rapports de l'Union européenne par rapport à la situation dans des pays en Méditerranée, dans le monde arabe ou en Afrique, vous trouvez des rapports où on dénonce la censure, etc. Donc l'Europe, dans la crise de l'Ukraine, elle a montré tous ces paradoxes, elle a montré aussi si vous voulez, elle a bafoué ses propres valeurs, notamment en matière de liberté d'expression. Je ne sais pas si M. Nikola Merkovitch est avec nous. Je vous entends très bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Parfait. Alors, on parlait justement de 5 mois après le début des hostilités entre Moscou et Kiev. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la situation médiatique entre ces deux pays et surtout entre la guerre médiatique entre l'Occident et la Russie ? Je pense qu'il y a deux choses. La première est que nous nous rendons compte très clairement qu'en France et que dans une bonne partie des pays membres de l'OTAN ou du camp occidental ou du camp du bien, qu'il n'y a plus de liberté d'expression. La liberté d'expression qui est, je pense, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme n'existe plus en France. Nous sommes en démocratie contrôlée, on l'a vu avec l'épisode des Gilets jaunes, on l'a vu lors des dernières élections, on l'a vu avec l'épisode du Covid. On ne peut pas dire ce que l'on pense en France aujourd'hui. Et c'est le cas dans la plupart des pays dits occidentaux, émancipés, démocratiques. J'en veux pour preuve l'interdiction. Donc c'est l'interdiction de la prise de parole de médias d'origine russe. Pourquoi est-ce que la France fait ça? Pendant la guerre de 1999 en Yougoslavie, j'étais moi-même en Yougoslavie pendant les bombardements de l'OTAN, j'avais accès à CNN, j'avais accès à BBC, et normalement la Yougoslavie était censée être ennemie de la démocratie, mais n'importe quel Serbe pouvait avoir accès à des informations du camp opposé. Là aujourd'hui, la France n'est pas officiellement belligérante, même si elle fournit des armes à l'Ukraine et qu'elle a choisi un camp. Pourquoi empêche-t-elle les Français de réfléchir sur ce qui se passe dans cette guerre? On ne peut arriver à un consensus, on ne peut arriver à la paix, ce qui est censé être le but ultime quand même de la France, qui normalement est dans cette situation-là, si on ne donne pas les deux visions de la guerre. Et je dois rappeler aussi que je suis passé plusieurs fois sur RT, on ne m'a jamais demandé de dire quelque chose de particulier. On ne m'a jamais censuré. Quand il fallait critiquer la Russie parce qu'il y avait des points sur lesquels je n'étais pas d'accord, j'ai pu le faire en toute liberté sur des chaînes russes. En revanche, les chaînes françaises n'invitent pas officielles. N'oublions pas qu'en France, vous avez soit des médias d'État, soit des médias qui, à 90%, appartiennent à 9 oligarques. Vous n'êtes pas invité quand vous dites quelque chose qui ne correspond pas à la politique de l'État. Ça, c'est la première chose, et je pense que c'est grave, parce que les pays dits démocratiques ont prouvé, une fois de plus, qu'ils ne sont plus démocratiques, puisque les personnes, les citoyens, n'ont pas accès aux médias et ne peuvent pas se faire leur opinion elles-mêmes. Ce qui est fondamental. Comment peut-on prendre une décision si on n'a pas
accès à toute l'information. Le deuxième point, c'est qu'on voit que du côté, et vous l'avez dit, très bien dit tout à l'heure, du côté russe, il y a un travail qui a été fait ces dernières années, justement sur le plan médiatique. Pas forcément de propagande, même si ça peut s'apparenter à de la propagande, parce qu'en temps de guerre, il y a toujours de la propagande, il y a des intérêts des États, de sociétés, etc. Il y a une volonté d'apporter un son de cloche nouveau. Ce que les Occidentaux ont fait depuis longtemps. N'oublions pas qu'après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons Voice of America, nous avons Radio Free Europe, nous avons beaucoup de médias américains financés par le gouvernement américain qui nous ont apporté le point de vue américain dans le Maghreb, en Afrique, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est. Les Russes ont commencé à faire ça et les Russes ont été assez intelligents. Ils ont invité des personnes d'horizons politiques différents qui convergeaient sur au moins une chose qui est la liberté d'expression et la possibilité de s'exprimer. Une société moderne, démocratique, ne peut pas avancer si on n'a pas une pluralité des opinions. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, sur lesquels les Russes ont beaucoup travaillé. Malheureusement, l'Europe ne veut pas du débat, donc l'Europe a fermé les canaux de télévision russes. Mais on voit sur les réseaux sociaux de plus en plus de personnes qui confirment la théorie de Chomsky et de McChesney sur la fabrication du consentement, des personnes qui ne croient plus les médias, des personnes qui se disent il y a du mensonge et qui vont chercher des informations ailleurs. Et ça, c'est très intéressant. Monsieur Merkovitch, comment expliquer justement que les Américains qui sont sur le plan politique et militaire très proches de Kiev et de l'Ukraine n'ont pas d'hostilité envers des médias russes, puisque les médias russes, comme le Russia Today ou d'autres médias connus, travaillent librement aux États-Unis? Parce qu'ils sont protégés par le premier amendement de la Constitution américaine. Ça embête bien les Américains, mais il faut leur reconnaître ça. Leur Constitution respecte la liberté d'expression. Et vous pouvez dire quasiment ce que vous voulez aux États-Unis. La liberté d'expression est beaucoup plus respectée là-bas qu'elle ne l'est en Europe. Normalement, la liberté d'expression est protégée en Europe aujourd'hui. Mais on a bien vu que quand Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, décide de supprimer des médias étrangers, eh bien, c'est appliqué du jour au lendemain. Et tous les pays européens, ils vont d'une seule voie. Les États-Unis, il faut leur reconnaître ça, ont plus de respect pour la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'ils permettent à des médias différents d'être diffusés. Cela ne veut pas dire que les opinions différentes sont diffusées avec autant d'importance dans les médias dominants américains qu'ils le sont dans les médias alternatifs. Mais si vous êtes un média alternatif aux États-Unis, vous pouvez être diffusé. Vous avez peu de chances de passer dans les grandes chaînes, CNN, NBC, CNBC, etc. Mais vous pouvez diffuser aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, on a peur du débat, on a peur de discuter. On n'invite plus les personnes qui pensent différemment. Et donc, je pense que le point intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les personnes vont sur les réseaux sociaux. Et on espère que les réseaux sociaux vont être ouverts, en tout cas pendant encore longtemps, pour avoir accès à de l'information contradictoire, pour pouvoir se faire une propre opinion, parce que c'est ça le propre de la démocratie, c'est ça le propre de la réflexion, c'est on confronte des idées, on confronte des opinions différentes, ensuite on décide quelle est l'opinion qui nous a le plus convaincus. C'est fondamental. Donc dans ce jeu-là, l'Europe est passée derrière les États-Unis en matière de respect de la liberté d'expression. C'est très grave, c'est triste pour le respect de la liberté d'expression, c'est triste pour la liberté tout court en Europe, dans l'Union européenne aujourd'hui. Merci, Monsieur Nicolas Merkovitch. Restez avec nous, on va poursuivre encore le débat. Reda Harirash, est-ce qu'il y a des exceptions en Europe? Si on veut parler par exemple de la Grande-Bretagne, qui est une grande démocratie, et également l'Allemagne, qui a une expérience ou une tradition médiatique. Est-ce qu'ils ont le même blocage ou ils ont la même politique, disons, de restriction envers les médias russes? Quand on dit Europe, on pense toujours à l'Europe occidentale. S'il y a quelques exceptions ou quelques pays qui arrivent quand même à avoir leur champ médiatique qui nuance davantage, ce serait plutôt du côté des pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, comme la Hongrie par exemple, ou la Serbie. Un peu plus l'Autriche, qui a toujours affiché une position qui est l'héritière d'une position neutre. Ainsi que la Suisse, parce que c'est un point de rencontre pour les différents... Point de rencontre et surtout neutre, sur le plan politique. C'est un point de rencontre entre les différents belligérants. Et un autre pays qui est quand même associé à l'Europe d'une manière ou d'une autre, la Turquie. Le traitement médiatique de cette question qui est relative à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le traitement informatif
concernant justement la crise ukrainienne, en Turquie, il est équilibré, moi, je trouve. Oui, il est très équilibré parce que les Turcs sont à l'aise sur cette question-là. Ils sont à l'aise en ce sens qu'ils jouent le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et la Turquie, c'est le troisième principal pays de la mer Noire, tout à fait, de la mer Noire. Et ils ont tout intérêt, justement, à faire valoir leur position ainsi que leur volonté, aussi bien vis-à-vis des Occidentaux, à commencer par les États-Unis, pour dire nous sommes membres de l'OTAN et vous aurez toujours besoin de nous dans la région, mais aussi vis-à-vis de la Russie de Poutine ainsi que de l'Ukraine pour leur dire nous sommes là à vos côtés, nous vous comprenons, puisque la Turquie actuelle est l'héritière quand même de toute une tradition diplomatique qui remonte à il y a cela plusieurs siècles avec l'Empire ottoman. Donc la Hongrie, l'Autriche, la Serbie, et la Turquie sont les pays quasiment les plus neutres. La chaîne Al Jazeera a souvent mis l'accent sur le sommet entre Vladimir Poutine, Erdogan et le président iranien. Un petit peu la chaîne pan-arabe qatari essaye de créer un front uni dans la région entre les Iraniens, les Russes et les Turcs qui sont quelque part des opposants à la politique européenne. En fait, c'est trois empires. Trois empires, comme tu l'as dit. Voilà. Et c'est en réponse, en fait, à la visite du président Biden qu'il a effectuée dernièrement au Moyen-Orient, et pour lui dire que les pays du Golfe ne sont pas disposés cette fois-ci à jouer le rôle qu'ils ont pu jouer dans le passé vis-à-vis de la Russie, puisque les Américains ont demandé à leurs alliés, y compris les Français avec le président Macron, ils ont demandé à leurs alliés arabes des pays du Golfe d'augmenter leur production de pétrole dans l'espoir éventuellement que les prix baissent. Or, cette fois-ci, les pays du Golfe ne sont pas prêts à jouer ce jeu-là, étant donné qu'il y a un conflit au Yémen, étant donné aussi que les États-Unis ont une position de retrait vis-à-vis de l'Iran. Et de moins en moins, ils ont tendance à assurer ce rôle de bouclier vis-à-vis des pays arabes du Golfe. Donc, ils essaient aussi de rééquilibrer leur position vis-à-vis de la Russie, mais également vis-à-vis de la Chine. Et aujourd'hui, Salim, si vous permettez, le ministre des Affaires étrangères russe était à la Ligue arabe au Caire. Tout à fait, oui. Et la position du Caire, bon, on comprend pourquoi l'Égypte a une position plus ou moins mesurée, parce qu'elle dépend en grande partie, c'est le plus grand importateur du monde des céréales, notamment le blé russe et ukrainien. Et comme l'a dit Reda, effectivement, les Émirats arabes unis, on a vu comment il y a eu des déclarations étonnantes des Émirats arabes unis qui voudraient qui disent que les relations avec les États-Unis passent par une mauvaise période. Le ministre, le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, qui dit que nous avons 800 milliards de dollars aux États-Unis, on va réduire les investissements saoudiens aux États-Unis. Donc le monde arabe a pris quelque part une certaine distance par rapport à cette crise entre l'Ukraine et la Russie, ce qui explique le sommet de Téhéran. Oui. Alors, je reviens un peu à Sofiane Baroudi, qui n'a pas encore pris la parole. La Lituanie interdit la diffusion de plus de 30 chaînes de télévision appartenant au groupe Gazprom Media. Les gens ne le savent pas, Gazprom, ce n'est pas seulement un groupe pétrolier, mais il possède des actions dans un holding énorme possédant plusieurs médias, aussi bien des télévisions, des sites internet et aussi des radios. Dans le bloc de l'Est aussi, la Russie n'a pas que des amis. La Lituanie, comme les pays baltes en général, sont vraiment la base la plus avancée du dispositif de l'OTAN, notamment en Europe de l'Est et au nord de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire que par exemple l'Estonie, qui est un pays voisin, est le principal épicentre de la cyberguerre qui a été menée contre la Russie, non seulement en 2022, mais bien avant, depuis déjà une dizaine d'années. La Lituanie aussi est opposée à la Russie par rapport à une question très très importante, par rapport à l'oblast russe justement, et l'Union européenne a violé des accords commerciaux avec la Russie, ce qui met la Lituanie, si vous voulez, y compris éventuellement dans le viseur russe, parce qu'il y a aussi des troupes de l'OTAN qui sont déployées en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, dans tout l'environnement balte. Et la Russie a forcément des intérêts dans la mer Baltique et dans cette région-là qu'elle considère comme étant un espace vital pour ses intérêts. Après, si vous voulez, il y a aussi beaucoup de pays dans
le gérant de l'Europe de l'Est qui font, si vous voulez, une politique un peu d'excès de zèle ou une politique anti-russe très virulente, non seulement après le 24 février 2022, mais aussi avant. C'est-à-dire que déjà ce que reprochent les Russes aux Ukrainiens, mais aussi aux Lituaniens et aux autres pays des environs, c'est d'avoir permis l'élargissement du dispositif offensif de l'OTAN vers l'étranger proche de la Russie. Sinon, j'aimerais aussi revenir sur la question de l'interdiction des médias russes en Europe. C'est-à-dire que ce qui est démontré par là, c'est non seulement une crise profonde des valeurs européennes, mais à mon avis, vraiment une crise civilisationnelle de l'Europe et de l'Occident en général, qui s'est bâtie justement sur le mythe de la liberté d'expression, aussi de la liberté et de la propriété privée, ce qui est vraiment, si vous voulez, une norme sacrée en Europe. La saisie des avoirs russes a justement provoqué un effet de peur, et notamment dans les grands pays arabes qui sont aussi des détenteurs de capitaux importants et qui ont peur éventuellement d'une politique de sanctions qui, si elle a touché les Russes, qui sont quand même des acteurs puissants sur les marchés financiers, va peut-être toucher aussi d'autres pays. Sinon aussi sur la réunion trilatérale entre les Iraniens, les Turcs et les Russes, c'est aussi dans la continuité d'un processus qui a commencé dès 2016, qui s'appelle le processus d'Astana et qui concernait notamment la résolution du conflit en Syrie. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères algérien est aujourd'hui à Damas, et avant il était à Bagdad, ce qui prouve vraiment un activisme très précis de la diplomatie algérienne qui suit exactement les évolutions et notamment le groupe arabe de médiation entre les Ukrainiens et les Russes qui peut éventuellement avoir des succès que la Turquie n'a pas pu avoir parce que la médiation turque est, si vous voulez, aussi une médiation un peu aliénée par le fait que la Turquie soit impliquée par le conflit en mer Noire, comme l'a indiqué Reda Hariraj, et qu'elle soutient d'une façon ou d'une autre militairement le camp ukrainien, notamment à travers le fameux Bayraktar, qui constitue, si vous voulez, un petit peu le vrai atout tactique de l'armée ukrainienne sur le terrain. Merci Sofiane. Monsieur Kamal Mensari, vous êtes directeur d'un quotidien algérien. Récemment, l'agence TASS, l'agence publique russe, a envoyé un communiqué à certains médias, je ne sais pas si vous l'avez reçu, où elle donnait accès au site avec un code, un identifiant pour avoir accès directement aux dépêches de l'agence TASS, chose qui ne se faisait pas puisque l'agence TASS n'est pas vendue parmi les fils qui sont vendus sur le paysage médiatique. On a l'AFP, on a Reuters, on a la MAP, on a un peu toutes les agences internationales, mais TASS n'est pas inclus dans ce package médiatique. Aujourd'hui, TASS contre-attaque et ça rapproche des médias algériens, puisque à travers ces dépêches, j'en ai lu quelques-unes, elles sont très positives pour le monde arabe, notamment pour l'Algérie, mais aussi pour l'économie. Elle défend surtout sa politique et son image à travers le monde. Avant que TASS fasse ce genre prenne ce genre d'initiative, nous étions tous contraints d'aller vers Telegram pour apporter une information un petit peu équilibrée. Voilà, oui, ce qui se passe parce qu'apparemment, on a vu, il y a eu beaucoup de comptes qui étaient très intéressants, qui nous ramenaient avec images à l'appui. Même on avait une référence Sputnik aussi. Oui, vidéo à l'appui, il y avait même sur la plateforme Odyssée, donc on pouvait aller et trouver des informations ou bien des informations contradictoires par rapport au discours officiel en Europe ou en Occident. Donc, de tout ce qui a été dit jusqu'à présent à propos de cette guerre médiatique, il y a certainement l'aspect politique qui vient se greffer. Donc, la situation, il faudrait comprendre que nous sommes dans une guerre ouverte. Il ne s'agit pas d'une guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. C'est une guerre ouverte qui implique de nombreux pays. Nous sommes en train d'observer aujourd'hui qu'il y a la naissance de blocs où la neutralité n'existe plus. Les pays du Golfe ont compris que aujourd'hui, après ma mauvaise expérience des Saoudiens avec l'administration Trump, que les Américains sont prêts à n'importe quel moment, au nom de leurs intérêts, de sacrifier l'Arabie Saoudite au profit d'un accord qui pourrait demain, avec l'Iran, qui pourrait demain être négatif et compromettant. Ça, selon la vision saoudienne. Donc, les Saoudiens ont compris, comme Faisal a parlé du discours, le discours était de Mohammed Ben Salman, de dire que la politique américaine n'est plus celle des pays du Golfe. Il y a une sorte de, disons-le, une sorte de rupture, mais pas de divorce, que maintenant ce sont les intérêts des nations qui priment. Il n'y a plus de
camp occidental auquel on peut joindre les pays du Golfe. Et ça s'est remarqué aussi. Il faut lire les médias des pays du Golfe qui sont vraiment, que ce soit saoudien, moi j'ai été surpris de voir que la position, que la plupart des médias saoudiens sont vraiment, apportent une information contradictoire et soutiennent la Russie dans cette guerre. Il y a cet aspect-là. Et en plus, lorsqu'on parle des blocs qui se constituent, on a vu le BRICS prendre des positions pour créer une sorte d'un monde multipolaire. Quand on dit monde multipolaire, y compris sur le plan médiatique. Donc on a un monde multipolaire auquel on voit aujourd'hui le BRICS attire des candidatures. Celle de l'Argentine, celle de l'Iran, celle de l'Algérie est conviée à participer, à entrer dans ce bloc. Donc il y a eu l'émergence d'un pôle qui va peser énormément sur le plan démographique et économique, sur la suite, sur la gestion des affaires du monde. On a parlé de la rencontre d'Astana. La rencontre d'Astana, le processus d'Astana n'est qu'un processus politique, mais la rencontre qui s'est tenue à Téhéran n'avait pas simplement pour but pour régler un problème syrien. Bien sûr, les Turcs ont fait part de leur intention d'attaquer, de lancer une opération contre les Kurdes, contre les combattants kurdes, mais en même temps, il y avait au-dessous l'accord entre la Russie et l'Iran s'agissant de la vente des drones. Donc on voit un positionnement direct de Téhéran dans la guerre. C'est pour ça que j'ai parlé de guerre ouverte. Il y a des acteurs qui rentrent dans la guerre. Et en plus, si la Turquie, en même temps, elle est en train d'aider l'Ukraine, elle n'a pas coupé le cordon ombilical qui la lie à la Russie. Elle a gardé une certaine distance, elle a une certaine, disons-le, une certaine liaison avec la Russie pour ne pas perdre un partenaire demain stratégique, notamment dans la mer Caspienne. Donc tous ces... Pardon, Kamal. Faisal avait parlé de trois empires. Hein, l'empire russe... Il y a une tradition de solidarité. Il y a ces blocs qui se naissent. Mais aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire, où la neutralité à l'autrichienne ou à Suisse ne prend plus. Donc les pays sont en train de prendre position pour se démarquer, parce qu'il y a une sorte d'avenir qui se dessine aujourd'hui à partir de cette réalité sur le terrain et à partir de cette réalité des alliances. Les alliances sont devenues obligatoires aujourd'hui. Mais pour le monde de demain, il faudrait que les neutralités se maintiennent, parce que sinon on va aller vers des guerres à l'infini. C'est pas exclu qu'il y aurait des guerres. Donc beaucoup d'experts parlent d'autres guerres, et ces guerres-là, par exemple, on cite aujourd'hui une guerre qui pourrait avoir lieu en Asie, c'est-à-dire que la guerre avec la Russie n'est que le début d'une guerre qui va toucher demain la Chine. C'est pour ça que la Chine aujourd'hui est devenue l'un des soutiens les plus fervents et les plus solides de la Russie. Je voulais revenir, si vous permettez, pas dans le sens politique, mais dans le sens des médias, parce que il y a un think tank aux États-Unis qui s'appelle The Atlantic Council, c'est le Conseil Atlantique, qui a beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'information. Et là, on est arrivé à un constat qui est terrifiant, c'est de dire que trop d'informations peut toucher à la souveraineté des États. Je vous cite un exemple, ça a été écrit par un officier, curieusement un officier australien qui travaille pour le Pentagone. Il s'appelle John Watts. Il dit par rapport aux réseaux sociaux, la technologie a démocratisé la capacité de groupes et d'individus non étatiques à diffuser un récit avec des ressources limitées à une portée pratiquement illimitée. En revanche, dans le passé, le grand public disposait de sources d'informations limitées qui étaient gérées par des gardiens professionnels. Ça veut dire que le constat qui a été fait est que les médias classiques, genre CNN, CBC, ABC, Reuters, etc., sont dépassés par les événements. Et donc, personnellement, on s'attend à ce qu'il y ait plus de censure. Dans le sens de ce qu'a dit Kamel, plus de guerre, plus de fermeture, plus de tout ça. Donc les médias seront les grandes victimes des enjeux qui sont en train de se jouer. Est-ce que la présence justement de nombreux médias, aussi bien les médias traditionnels, classiques, que les médias sociaux aujourd'hui, a freiné un petit peu la guerre? Parce qu'on sait que beaucoup pensent, les experts, les observateurs pensent que la Russie n'a pas voulu utiliser les grands moyens militaires pour un petit peu prendre le dessus sur l'Ukraine.
justement par rapport à l'image que peuvent véhiculer les médias occidentaux sur cette avancée. Oui, les médias sont supposés montrer même les horreurs de la guerre, parce que les horreurs peuvent être commises en temps de guerre, des deux camps. Parce que Kamel a raison, il y a une guerre par procuration qui est menée à la Russie à travers l'Ukraine. L'Ukraine est utilisée que comme un poste avancé d'une guerre où tout le monde envoie des armes, la France envoie des armes, l'Allemagne. Curieusement, la Finlande, qui est un voisin de la Russie, la Suède, perdent leur neutralité, veulent entrer à l'OTAN. Donc il y a beaucoup une accélération qui est inquiétante. Parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle Jonathan Cook, par exemple, qui a constaté que les journalistes occidentaux s'extasiaient, étaient heureux de voir des femmes ukrainiennes fabriquer des cocktails Molotov et les jeter sur des soldats russes. Dans un autre temps, on aurait dit que c'était du terrorisme. Mais maintenant, ça devient normal. Ça veut dire que cette violence, elle est tout à fait normale lorsqu'elle est du bon côté. Parce qu'on a oublié que les médias, ceux qui font beaucoup de discours actuellement par rapport à l'Ukraine, par rapport à l'agression, ce qu'ils appellent l'agression russe de l'Ukraine, n'ont rien dit en Irak. Absolument rien dit en Afghanistan, absolument rien dit pour le Yémen, etc. Ouais. Monsieur Nicolas Merkovitch, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Oui, moi je voudrais vous poser une question justement concernant la puissance médiatique russe. Gazprom Media, le holding de Gazprom Media, possède une puissance médiatique très importante. Il possède notamment 38 télévisions, 10 stations de radio, 3 sociétés Internet, un opérateur de satellite, 4 maisons d'édition et surtout 23 sites électronique. Est-ce que ce holding ou ce groupe médiatique puissant et qui appartient à un groupe pétrolier est capable de faire face à toute cette armada de médias occidentaux? C'est assez impressionnant ça. Est-ce qu'il peut faire face à des décennies d'expérience occidentale? Non. C'est ça. Sûr. En revanche, ce qui est important de noter, c'est pas il faut qu'il y ait la pluralité. Je rappelle, ce qui est important, c'est la pluralité. L'Occident, Vladimir Poutine l'a dit. Hein, je veux dire, tout ce qu'il ne dit n'est pas la vérité, mais il part de l'Occident comme de l'empire du mensonge. N'oublions pas que les guerres occidentales, que ce soit en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Afghanistan, si on regarde dans le passé, même contre le Royaume d'Espagne, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, les Américains ont prétexté le mensonge et se sont servis de leurs médias pour conditionner les peuples pour rentrer dans la guerre. Donc du coup, ils ont, j'ai envie de dire, un siècle d'avance. Mais il ne faut pas oublier que ces médias russes sont récents. Ils ont à peine 10 ans d'existence, alors que, par exemple, les Américains, avec l'empire de Ted Turner et la smala des grands médias à leur tête, CNN et compagnie, la Fox, etc., ces médias ont, comme vous avez dit, un siècle d'avance. Exactement, et ces médias ont l'habitude de l'impunité parce qu'ils font la pluie et le beau temps. Pendant longtemps, ils n'avaient pas d'opposition. Pendant la guerre d'Irak, qu'est-ce qu'il y avait comme médias en France notamment ou en Europe de l'Ouest pour nous expliquer exactement ce qui se passe en Irak? Il n'y avait rien. Il n'y avait que CNN en fait. Il n'y avait que CNN. Et donc, comme les personnes sont conditionnées, c'est la société moderne, c'est le matérialisme moderne occidental, on rentre chez soi, on allume la télévision, il y a le choix entre 3 chaînes. À l'époque, il y avait le choix entre 3 chaînes en France, et on pensait qu'il y avait de la diversité, mais derrière ces 3 chaînes, vous aviez l'État ou des oligarques qui étaient proches de l'État. Donc, du coup, vous n'aviez pas la possibilité d'avoir une opinion différente, dissonante sur ce qui se passait pour vous faire une opinion. Les Américains et les médias occidentaux ont surfé là-dessus pendant des années, et ont fait la pluie et le beau temps pour conditionner les personnes pour les guerres, pour les thématiques de société, pour les thématiques de ce qu'il fallait acheter, pas acheter, de qu'il fallait montrer du doigt. Ça a été comme ça pendant longtemps. Tout d'un coup, avec l'arrivée des Russes, et on voit d'autres chaînes arriver, notamment de la Chine, un peu de la Turquie, on voit aussi du travail qui est fait notamment dans le Maghreb, pour influencer, donner un autre son de cloche, et grâce à Internet, nous avons accès à ces différents sons de cloche, et je pense que c'est extrêmement riche, sauf que ceux qui, depuis plus d'un siècle, avaient l'habitude de faire la pluie et le beau temps, avaient l'habitude de dire au peuple ce qu'il fallait penser, pour qui il fallait voter, ce qui était vrai et ce qui n'était pas, tout d'un coup sont ébranlés parce que leur pouvoir se fissure, voyez-vous, parce que tout d'un coup, eh bien, vous avez des chaînes ou des réseaux d'information alternatifs qui apportent une voix dissonante, et des personnes regardent ça en disant mais attendez, ce que je vois là me paraît beaucoup plus crédible que ce que j'entends à la télévision, que ce que j'entends lors des émissions comme en France en TF1, France 2, France 3. Donc du coup, ça c'est extrêmement intéressant, et je pense
que le camp occidental, dans le mauvais sens du terme, n'a pas vu venir ça. Et il panique, et c'est pour ça qu'il a recours à l'interdiction. Si le camp occidental n'avait rien à se reprocher, s'il aimait beaucoup, s'il aimait la confrontation des idées, il laisserait des chaînes russes étrangères s'exprimer sur le sol français. Il tolérerait des médias dissonants. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il sait que s'il permet à ces chaînes-là de s'exprimer, le narratif officiel va en prendre plein le visage, parce qu'il ne tient pas debout. S'ils étaient sûrs de leur coup, moi si je suis sûr de mon coup, vous pouvez me mettre en face de qui vous voulez, je n'aurai pas peur, parce que je suis sûr de mon coup, donc je vais faire mon débat, je n'ai pas peur. Pourquoi est-ce qu'on interdit? C'est parce que du coup les médias ont peur. Monsieur Melkovitch, nous avons remarqué qu'il y a une offensive audiovisuelle et surtout des chaînes de télévision d'information continue, mais il y a, disons, un retard dans tout ce qui est documentaire et film. Quand on voit par exemple la flopée de documentaires qui ont été réalisés juste après le 11 septembre sur l'Afghanistan, sur le terrorisme international, mais aussi tous les documentaires qui ont été réalisés sur la Yougoslavie, sur dénonçant un petit peu la Serbie, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas la machine occidentale, audiovisuelle occidentale, n'a pas encore activé sa machine, disons, de documentaires et surtout de films. On voit, par exemple, Hollywood avait réalisé plusieurs films sur la guerre en Yougoslavie et aussi en Irak. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, il n'y a rien de tout cela. Il y a un excellent livre de Matthew Fraser, qui est un Américain, qui s'appelle L'arme de distraction massive, et qui explique comment... Alors lui, il pense que c'est bien, il lui dit que c'est au profit de l'Occident, que c'est au profit des valeurs libérales américaines, mais il explique comment depuis le début du XXe siècle, à vrai dire vers la fin du XIXe siècle, les États-Unis et le camp occidental se servent en effet non seulement des médias à travers de l'information, mais également de la musique, également du cinéma, du documentaire, pour faire passer des idées, des images. C'est pas pour rien qu'en France, tout d'un coup, on parle de ces idées de gender. Alors les petits garçons se demandent si c'est des petites filles, etc. Tout ça, c'est pas venu de nulle part. C'est pas une question sociétale. Tout ça est arrivé par des médias qui ont conditionné par des téléséries, par des acteurs, des actrices, des chanteuses qui tout d'un coup amènent une mode, qui sont pilotées par les Américains. On l'a bien vu, et je l'ai vu personnellement pendant les guerres en ex-Yougoslavie des années 90, que le méchant était très souvent un Balkanique, était un Serbe, il était dans les films, c'était le mafieux, c'était le voleur, c'était l'assassin. On le voit aujourd'hui avec la Russie, on le voit aussi dans plusieurs films américains où l'islam égale forcément l'islamisme, égale terrorisme. Ouais. Donc du coup, et ça ce n'est pas du hasard, c'est du conditionnement des sociétés, et ils sont extrêmement puissants, et ces films et ces chansons et ces artistes sont presque aussi, voire même plus nocifs que les médias, parce que beaucoup de personnes s'en fichent. Non, on ne reçoit plus en France, en tout cas, l'éducation nécessaire dans les écoles pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne regardent malheureusement même pas les informations, et ne vont même pas chercher des informations alternatives. En revanche, ils regardent des films. En revanche, et donc du coup, quand vous avez regardé des films qui pendant des années vous ont montré un méchant russe, un méchant serbe, un méchant islamiste, eh bien, quand tout d'un coup, à la télévision, on vous dit « Regardez, c'est un méchant russe, c'est un méchant islamiste qui est en train d'attaquer », eh bien, vous avez été conditionné, parce que non pas parce que vous connaissez de la situation géopolitique, mais parce que vous avez vu plein de films qui allaient dans ce sens-là, et donc du coup vous dites bah oui, il faut aller en guerre, il faut appliquer des sanctions, il faut clouer les responsables de ces pays au pilori. Les atlantistes sont extrêmement puissants là-dedans, et je pense qu'il est extrêmement important de développer une contre-culture. Il y a des films extraordinaires, vraiment très beaux, des films, je parle, qui sortent du monde arabe, qui sortent du monde chinois, qui sortent du monde russe, qui sortent de l'Amérique du Sud, qui n'ont pas accès aux médias. Et je pense que vraiment, je milite vraiment activement pour qu'on puisse ouvrir des salles de cinéma, ou au moins des chaînes Internet, on puisse diffuser du cinéma alternatif, qui n'est pas un cinéma forcément manichéen, qui est un cinéma qui est intéressant, qui a des moyens intéressants, avec des histoires. Je ne dis pas que c'est forcément un cinéma politique, mais avec des belles histoires qui ne sont pas dans dans l'agenda nord-américain. Les Américains, les États-Uniens, ils ont un agenda politique, mais ils ont également un agenda sociétal. Ils ont une vision sur la planète qu'ils diffusent à travers ces médias, et nous devons lutter contre cette vision avec
d'autres médias. Et je pense qu'il est important que les pays qui ne sont pas alignés sur les États-Unis s'unissent pour ouvrir des plateformes où on puisse voir un bon film aujourd'hui qui ne soit pas originaire d'Hollywood, qui soit originaire d'un autre pays. Il faut évidemment une bonne traduction du sous-titrage, mais qui puisse faire concurrence à cette campagne de distraction massive organisée par les États-Unis, qui n'est pas du tout innocente et qui vise à transformer les sociétés. Et vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce que ça fait énormément de mal à nos sociétés, et l'américanisation de nos sociétés passe beaucoup plus par les canettes de Coca-Cola, par la chanson, par le cinéma américain, que par les bombes pour une partie de la planète. Donc du coup, nous devons être vigilants. Merci, monsieur Nicolas Merckovic. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous intervenez à partir de Paris. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, messieurs, il nous reste encore quelques minutes. Kamel, tu voulais intervenir par rapport à quelque chose par rapport justement à cette diabolisation de la Russie dans le cinéma américain, qui n'a pas commencé que récemment. Ce n'est pas avec Denzel Washington, ni avec Nobody, ni encore moins avec la série The Americans, mais plutôt depuis les années 50, où on caricaturait donc l'histoire, l'exemple de l'espion russe dans la salle de bain. Donc, les États-Unis avaient déjà préparé, c'était au temps de la guerre froide, ils avaient préparé l'opinion publique à la création d'un ennemi. Il fallait à chaque fois créer un ennemi. Ça, on a commencé avec le russe, puis on est revenu aux Chinois, puis c'était après avoir diabolisé les Amérindiens pour montrer que c'est les méchants, puis on est arrivé jusqu'à l'arabe, le terroriste, donc Jacques Sheehan, qui a fait une étude très intéressante sur tous les films produits par Hollywood depuis 1932. Un excellent documentaire. Donc il a démontré que l'arabe était vraiment le vilain à Hollywood, et aujourd'hui c'est le russe. Pour revenir à la couverture médiatique imposée par l'Occident, il faudrait revenir à l'échec, à ce qui s'est passé au Vietnam. Les États-Unis avaient laissé libre cours à tous les journalistes qui ont rapporté les horreurs du Vietnam, notamment la fameuse image de la fille bombardée, brûlée au napalm. Et à partir de là, les Américains ont décidé de canaliser, de verrouiller l'information, notamment en Irak, avec la création d'un pool. Donc n'importe quelle information concernant l'Irak doit passer par les militaires américains. Et c'est là où on a commencé à ressentir le danger à la liberté de la presse et la liberté de l'information et l'accès aux sources. Donc les Américains ont tout verrouillé. Aujourd'hui, on voit cette campagne se poursuivre avec, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, ou que ce soit au Somalie. On a bien détruit tout un pays au nom d'une fausse possession d'armes de destruction massive. On a détruit une usine au Soudan sous prétexte qu'il fabriquait une usine de médicaments sous prétexte qu'elle fabriquait des armes chimiques. Alors les Américains, ils montent, exécutent, puis se rétractent. Ça a toujours été le cas. Mentir a été d'abord une politique, une constante chez les Américains, et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cas en Russie. Il faut mentir. Dire qu'il y a des massacres, dire que la Russie est en train de perdre sur le terrain, alors que la réalité est tout autre. Donc cette vision américaine, cette réalité, elle est imposée, non pas simplement pour profiter sur le plan médiatique ou idéologique, mais notamment sur le plan économique. Détruire des pays, ça fait de l'argent, ça fait de l'investissement et ça crée, comment dirais-je, des opportunités d'investissement. La théorie de choc super. Shock and wave. Qui est appliquée depuis très longtemps par l'administration américaine. Ça veut dire on va choquer par les images, on va choquer par dire que la Russie va... Vous avez remarqué qu'à un moment donné, on a commencé à parler de l'arme nucléaire. Tout à fait, oui. Poutine va appuyer sur le bouton nucléaire. Tout ça dans le cadre de cette fabrication de brièvement fait ça. De cette manipulation psychologique. Le cinéma est très utilisé, Kamel a raison de le dire, parce que c'est vrai que les Russes, rappelez-vous Rocky, la série de Rocky. Rocky 4, on parlait de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. On montrait toujours le Russe qui est toujours un homme fort, mais qui ne peut pas réfléchir. C'est la même chose pour l'Arabe, pour l'Indien, pour le Chinois maintenant, parce que même le Chinois, il est considéré comme quelqu'un qui conspire, etc. Donc le cinéma fabrique l'opinion. Netflix et les plateformes jouent un très grand rôle, parce que notre invité a raison. Mais on ne rentre pas dans le même jeu que Hollywood. Hein. Oui, mais il faut voir les séries et les films qui sont choisis. La sélection, comment elle est faite par rapport au genre,
par rapport à l'origine, par rapport à la religion, par rapport à beaucoup de choses. Il y a une fabrication de l'opinion. Il y a une connivence. J'aimerais attirer l'attention sur un élément important. Il faudrait dire qu'il y a une connivence entre Washington en tant qu'establishment et Hollywood. Oui. Donc c'est normal, ça a toujours été comme ça. Moi j'aimerais attirer l'attention sur un élément très important, parce qu'il y a le concept de guerre non conventionnelle qui a été mené déjà contre la Russie et principalement au Donbass les 8 dernières années. La guerre non conventionnelle, elle s'appuie d'abord sur la fabrication de la perception à travers l'outil médiatique. D'ailleurs, c'est de là qu'on a conçu aussi ce qu'on appelle les techniques de regime change. Oui. Ce qu'a fait la Russie le 24 février, c'est qu'elle a décidé de passer d'une guerre non conventionnelle à une guerre conventionnelle. Et c'est ce qui a brouillé un peu les pistes, y compris des grands médias occidentaux qui n'arrivent plus, qui ne savent plus où donner de la tête. Et c'est pour ça que la couverture médiatique est, si vous voulez, très disparate, parce que la guerre est d'une telle intensité que même les correspondants sur place ne peuvent pas suivre, par exemple, les évolutions des combats. Il y a aussi un élément très important sur l'interpénétration des différents théâtres d'opération. C'est-à-dire qu'il y a une guerre en Europe de l'Est, mais la suite, elle est en Asie centrale, elle est en Méditerranée orientale, elle est aussi dans le cœur du continent européen potentiellement. Et c'est pour ça qu'on parle par exemple des facultés de dissuasion stratégique de la Russie, parce qu'on peut aller vers un scénario de globalisation du conflit très rapidement. Merci Sofiane. On n'a plus le temps, désolé Reda, tu voulais dire, je peux te donner 5 secondes. Oui, 5 secondes. Je voulais juste dire que la Russie joue la montre vis-à-vis de ses deux principaux adversaires, les Européens, parce qu'ils savent qu'à la rentrée, ils auront besoin de leur gaz, il va faire froid. Et les Américains aussi, qui sont divisés. Il n'y a pas de consensus à l'intérieur des États-Unis. Oui. Et on le verra en novembre. Donc, ce qui fait que le temps joue en sa faveur. Voilà, merci messieurs, merci Faisal, merci Reda. Kamal Mensari, merci de votre présence. Sofiane, toujours présent. Merci aussi à Nicolas Mirkovic, analyste politique qui est intervenu avec nous à partir de Paris. Voilà, cette émission Mediapro consacrée à la guerre médiatique entre la Russie et l'Occident est à présent terminée. C'était la dernière émission de la saison, puisque nous allons prendre un break pendant le mois d'août. Mais ne vous en faites pas, Mediapro sera présente, puisqu'on va rediffuser les meilleures émissions durant les semaines qui seront consacrées à ce programme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Restez branchés, toujours sur Al 24 News.